Madame, Monsieur, bonjour. Edwige Diaz est à la fois conseillère régionale, présidente du Rassemblement national en Gironde et membre du bureau exécutif du parti d'extrême droite depuis juillet dernier. Quel sera son rôle lors de la campagne présidentielle aux côtés de Marine Le Pen? Redoute-t-elle l'ascension d'Éric Zemmour? Comment voit-elle l'avenir de la Nouvelle-Aquitaine? Edwige Diaz est aujourd'hui l'invitée de Dimanche en politique. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Alors, je le disais, depuis juin dernier, vous êtes le premier groupe d'opposition à la région face à Alain Rousset. Vous avez été réélu au Conseil régional. Quelle forme prend cette opposition depuis 5 mois ? Alors tout d'abord, je tiens à renouveler mes remerciements aux électeurs qui nous ont permis, pour la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine, d'être le premier groupe d'opposition à Alain Rousset. Vous savez, nous... Vous avez 26 élus, hein, c'est ça ? Nous avons 26 élus, oui, c'est ça. Donc nous sommes le premier groupe. Vous savez, j'avais pris des engagements durant la campagne électorale. Je voulais que l'argent des Néo-Aquitains revienne aux Néo-Aquitains. Donc notre mandat s'inscrit dans la droite ligne qui est voulue de plus par Marine Le Pen. C'est-à-dire que nous voulons que les Néo-Aquitains retrouvent leur argent et leur région. Et je déplore, malheureusement, qu'Alain Rousset... Ces premières mesures ont été, une fois de plus, tapées au portefeuille des Néo-Aquitains. Je vais vous donner quelques exemples. Il a décidé de taxer au maximum la part régionale sur les carburants. Il a décidé d'augmenter le prix des TER, du ticket de bus, de la cantine, des internats dans les lycées. Tout ceci contribue à pénaliser le pouvoir d'achat des Néo-Aquitains entre 50 et 100 euros par an. Pour nous, ça n'est pas possible. Votre nous sommes parole bien sûr opposés à toutes ces décisions. N'est pas écouté, votre groupe ne pèse pas suffisamment pour être entendu ? Ah ben évidemment, il est très gêné puisque nous sommes les seuls à nous opposer à ces mesures. Autant vous dire que les républicains, les macronistes ou alors les écolos soutiennent tout à fait cette politique qui consiste à taxer encore davantage les Néo-Aquitains. Vous avez obtenu donc 26 sièges, 26 élus, 19% au second tour. Pour autant, est-ce que ce résultat n'était pas décevant par rapport à ce que vous avez pu imaginer, notamment par rapport aux sondages qui existaient avant ce vote ? Les sondages, voilà, maintenant on a tiré un enseignement qu'il fallait moincifier, mais pour autant, je le dis, le fait que nous soyons le premier groupe d'opposition dans cette grande région, il faut l'avouer, il y a quelques années, ni vous ni moi n'aurions pu l'envisager. Donc nous nous battrons pour défendre les Néo-Aquitains et nous continuerons de dénoncer l'idéologie imposée par Alain Rousset quand il décide de taxer les automobilistes, de pénaliser les automobilistes ou quand il décide de faire la part belle aux migrants. Il faut savoir qu'en région Nouvelle-Aquitaine, nous dépensons des millions d'euros pour financer la formation des migrants et nous dépensons des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour l'immigration. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, nous avons voté, enfin pas nous bien sûr, mais tous les autres partis, y compris les Républicains, il a été voté une subvention de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour favoriser l'intégration, l'inclusion des artistes afghans. Avec le Rassemblement national, si nous avions été élus, jamais nous n'aurions mis en œuvre une telle politique. Nous reviendrons sur les migrants dans la région, mais pour revenir sur le résultat donc, du mois de juin, est-ce que certains thèmes que vous avez pu défendre, est-ce que vous êtes passé à côté? Est-ce que vous êtes trompé sur les thèmes de la campagne pour ces régionales? Non, on ne s'est pas trompé. Nous avons dit qu'il fallait que les Néo-Aquitains retrouvent de la sécurité. Nous voulions que les Néo-Aquitains retrouvent aussi du pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle, durant les 7 années de mandat, eh bien, nous allons nous battre, une fois de plus, je l'ai dit, pour que les Néo-Aquitains retrouvent leur région et leur argent. Prochaine échéance pour vous, les élections présidentielles. Je dis pour vous parce que vous faites partie désormais du bureau exécutif du Rassemblement national. C'est un petit peu le gouvernement du Rassemblement national. C'est depuis le mois de juillet, je crois, que vous avez incorporé ce bureau. Quel est votre rôle d'ailleurs dans ce bureau exécutif ? Mon rôle sera le même que tous les cadres du Rassemblement national, c'est-à-dire que nous sommes pleinement mobilisés pour porter Marine à l'Élysée. Nous contribuons à amplifier la mobilisation de nos adhérents, des électeurs. D'ailleurs, je dis aux électeurs de Marine Le Pen, nous avons besoin de vous. Et donc, je vous invite à prendre votre carte au Rassemblement national. Cela vous permettra de suivre l'actualité et de pouvoir participer à cette dynamique nationale. Donc, je sillonne la France, j'accompagne Marine dans des déplacements.
je vais à la rencontre de nos délégués départementaux, de nos adhérents, de nos militants, et je contribue aussi à aider Marine à trouver les 500 parrainages qu'il lui faut pour se porter candidate à l'élection présidentielle. Et j'en profite pour passer un appel aux maires et leur dire, mesdames, messieurs les maires, nous avons besoin de vous pour contribuer à cet élément particulièrement démocratique. Où en est le Rassemblement national aujourd'hui ? Eh bien, comme beaucoup d'autres partis, nous n'avons pas encore nos 500 parrainages. Oui, mais quel est le chiffre aujourd'hui ? Nous avons un peu plus de 300 parrainages. Mi-novembre, 300 parrainages. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un risque que le Rassemblement national ne puisse pas avoir les 500 parrainages ? C'est inquiétant, et ça serait surtout une aberration, un non-sens démocratique que la candidate qui a recueilli 11 millions de voix en 2017 ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle faute de parrainage, alors que tous les sondages indiquent qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Donc voilà, j'appelle solennellement les maires à nous offrir ce parrainage qui n'est pas forcément un soutien politique, mais qui est surtout une démonstration de leur attachement à la démocratie. Les sondages montrent beaucoup de choses en ce moment et des choses qui évoluent très vite. On va parler dans quelques instants d'Éric Zemmour, mais avant de parler d'Éric Zemmour, quels seront vos thèmes prioritaires pour cette campagne présidentielle ? Je l'ai dit... Marine veut vraiment rendre du pouvoir d'achat aux Français. Cette question fait partie des préoccupations principales des Français qui n'en peuvent plus d'être taxés. Je lisais il y a quelques jours un article dans Sud-Ouest qui nous expliquait que 84% des néo-aquitains avaient le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat. Avec Marine Le Pen, nous allons redonner du pouvoir d'achat aux Français. Nous allons redonner du pouvoir d'achat aux jeunes, par exemple. C'est-à-dire, oui, concrètement, ça va prendre quelle forme pour redonner du pouvoir d'achat ? Alors, nous adressons des propositions à toute la population. D'abord les jeunes. Nous voulons exonérer les jeunes d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur les revenus. Nous voulons aussi redonner du pouvoir d'achat à nos aînés qui ont été sacrifiés par la politique d'Emmanuel Macron, par exemple en rétablissant la demi-part pour les veufs et pour les veuves. Mais nous voulons aussi encourager la natalité. C'est la raison pour laquelle nous accorderons une part fiscale pleine aux familles dès lors qu'elles accueillent un deuxième enfant. Et d'une manière générale, nous voulons rendre du pouvoir d'achat aux Français, par exemple, grâce à la TVA. Aujourd'hui, tous les biens, tous les produits de première nécessité, l'énergie, le carburant, sont taxés à 20%. Nous voulons rabaisser cette TVA à 5,5%. Et autre chose, j'en parle parce que nous sommes tous en train de la payer actuellement, nous voulons supprimer la redevance audiovisuelle. Et en fait, toutes ces mesures vont permettre aux Français d'économiser entre 150 et 200 euros par mois. Alors, vous allez peut-être me poser la question, comment nous allons financer ces mesures ? C'est clair. Eh bien, nous avons décidé le déficit de la France est déjà très important. Les 2 dernières années ont nécessité des dépenses notamment liées à la crise sanitaire. C'est sans limite, en fait. Aujourd'hui, les politiques peuvent envisager des dépenses comme ça sans compenser. Comment vous équilibrez le budget ? Nous allons équilibrer le budget en ayant le courage politique que nos prédécesseurs n'ont jamais eu. Aucun de nos dirigeants n'a eu le courage de s'attaquer au gaspillage d'argent public. Je pense bien sûr au gaspillage lié à l'immigration, à la fraude sociale et à la fraude fiscale. Pour vous donner un exemple concret de lutte contre la fraude sociale que nous voulons mener, par exemple, la question des cartes vitales. Nous voulons mettre en place des cartes vitales biométriques pour éviter que la France se transforme en agence de tourisme sanitaire. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes en phase avec les besoins de la société ? Est-ce que vos thèmes de campagne sont en phase ? Est-ce que ce n'est pas parce que justement vous n'êtes plus en phase que d'autres candidats ou potentiellement d'autres candidats sont en train d'évoluer dans les sondages ? Je pense à Éric Zemmour. Nous sommes tout à fait en phase avec les attentes des Français, si bien qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, Marine Le Pen a beaucoup de clones. C'est-à-dire que beaucoup se mettent à répéter ce qu'elle dénonce depuis des années. Je pense par exemple aux Républicains qui, il y a quelques semaines, souvenez-vous, c'était fin août, avaient décidé de mettre en place un référendum sur l'immigration. D'ailleurs, c'était très drôle parce que cette proposition des états-majors des Républicains de mettre en place un référendum sur l'immigration est intervenue au même moment. Vous savez, les maires républicains de la métropole ont décidé de se positionner comme M. Urmic, maire écologiste de Bordeaux, et ils ont tous dit à l'unisson, oui, nous voulons accueillir des Afghans. Voilà, donc voici pour les Républicains. Quant à Éric Zemmour, puisque vous parliez de lui, écoutez,
Bon, moi, à titre personnel, je l'apprécie, c'est un éditorialiste compétent, un bon polémiste, mais je me réjouis qu'il fasse les mêmes constats que Marine Le Pen. Lui, il les fait aujourd'hui, nous, ça fait 40, bientôt 50 ans que nous les faisons. Il est dans le constat, nous sommes dans les propositions, je viens d'en évoquer quelques-unes. Il est monothématique et nous intéressons à toutes les préoccupations des Français. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir abandonné certains thèmes que Éric Zemmour aujourd'hui utilise ? Quoi, par exemple ? Sur l'immigration, sur la sécurité, vous avez parfois voulu dédiaboliser votre parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes fait déborder par d'autres ? Alors moi, j'invite tous les Français à prendre connaissance de la proposition de loi référendaire qu'a proposée Marine Le Pen. Donc, ce référendum sur l'immigration, en quoi consiste-t-il ? Nous voulons que les Français puissent décider une bonne fois pour toutes de la politique migratoire qui est appliquée en France. C'est-à-dire que nous voulons supprimer le droit du sol. Nous voulons que les délinquants, lorsqu'ils sont étrangers, eh bien, soient expulsés du pays. Vous voyez, cette politique ferme qui n'est pas appliquée depuis des années et qui, il faut bien le dire, voilà, nous voulons la mettre en place depuis très longtemps. Nous n'avons pas attendu Alors justement, pour Zemmour. bien comprendre et pour nous éclairer, quelle est la différence entre le programme de Marine Le Pen et le programme éventuel d'Éric Zemmour ? Vous avez l'original et la copie ? Oui, mais ça, c'est pas suffisant pour éventuellement décider d'un vote, d'un choix. Ou est-ce que ça tient à la personnalité des candidats ? Est-ce que Marine Le Pen peut encore porter un programme présidentiel ? Marine Le Pen, je pense qu'aujourd'hui en France, tout le monde la connaît. Et d'ailleurs, quand elle se déplace, elle a un accueil formidable. J'imagine que vous avez pu le constater quand elle est venue il y a quelques semaines sur le marché de Cavignac, en Haute-Gironde. Eh bien, mais Éric les gens Zemmour étaient mobilise ravis beaucoup également. de la Il voir. vient dans la région et il mobilise beaucoup. Il mobilise peut-être une salle de spectacle, mais nous mobilisons les Français partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain. Marine, c'est la candidate de la proximité, c'est la candidate du peuple. Elle laissera personne sur le bas-côté. Et puis, il faut lui reconnaître quelque chose. Elle a la stature présidentielle, elle a l'expérience, elle a la cohérence. Ça fait des décennies que nous alertons sur les dangers de l'immigration. Ça fait des décennies que nous alertons sur la politique qui est menée par la droite et par la gauche, et ces politiques qui pénalisent le pouvoir d'achat des Français. Stature présidentielle, est-ce qu'elle ne Oui. paye pas ? Est-ce qu'elle ne continuera pas à payer le mauvais débat qu'elle a pu avoir il y a 5 ans face à Emmanuel Macron ? Alors, je vous le dis pour vous, mais je le dis aussi pour vos téléspectateurs. Je vous invite à regarder l'émission de dimanche dernier, Une ambition intime avec Karine Le Marchand, c'était sur M6. Et vous verrez la manière qu'a eu Marine de revenir sur cette séquence. Oui, dans d'autres C'est pas émissions parce également, qu'on elle a peut- aussi évoqué ou avoué qu'elle n'avait pas particulièrement bien réussi ce rendez-vous. Après, sur la forme, elle l'a dit elle-même, elle a manqué un rendez-vous avec les Français. Sur le fond, pardon de le dire, elle a eu tout à fait raison. Elle a vu avant tout le monde qui se cachait vraiment derrière Macron. Elle a plus ou moins annoncé que Macron s'attaquerait aux retraités, organiserait le dépeçage industriel de la France. Moi, je me rappelle qu'une des premières mesures d'Emmanuel Macron, c'était de baisser de 5% les APL. Donc, Marine Le Pen l'avait vu, tout ça. Et pardon, mais quand on voit la situation dans laquelle nous nous trouvons, on ne peut pas dire que Macron a été un bon président de la République. Absolument pas. Donc, vous voyez, on peut parfois être un peu moins performant sur un débat, quoique c'est discutable, mais en tout cas, ça ne fait pas forcément de vous, c'est pas parce que vous réussissez un débat que vous devenez un bon président. Pour bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui la candidature éventuelle d'Éric Zemmour vous inquiète ? Non. Non, parce que, je vous l'ai dit, nous faisons du terrain, nous avons nos propositions, nous avons cette sincérité. Je rappelle qu'Éric Zemmour a dit qu'il... Bon, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il va être candidat, mais il a dit qu'il se déclarait quand ce sera son intérêt. Marine Le Pen, elle n'est pas là pour se servir. Elle est là pour servir les intérêts des Français. Et ça, c'est une cette différence division qui n'est pas à négligeable. l'extrême droite, pardon de prendre cette expression, Oui, vous savez que j'aime pas. va avoir quel... C'est ce qui s'est passé dans d'autres cas de vrai figure, que- pour la gauche notamment, pour la droite. Cette division va avoir des conséquences. On voit les sondages, même si on ne peut pas s'appuyer que sur les sondages. Ce sont des divisions très importantes pour vos électeurs. Nous, notre seul adversaire, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il est responsable de la casse sociale que subit notre pays actuellement. Je vous avoue que je suis assez étonnée qu'Éric Zemmour passe plus de temps
à s'attaquer à Marine Le Pen, qui n'a aucune responsabilité dans l'état actuel du pays, plutôt qu'à Emmanuel Macron. Au contraire, je pense qu'Éric Zemmour gagnerait à saluer le mérite qu'a Marine Le Pen d'incarner la première opposition au gouvernement. Est-ce qu'à ce stade, ou en tous les cas dans les prochaines semaines, prochains mois, une fusion d'une seule candidature puisse être envisagée entre celle de Marine Le Pen et celle d'Éric Zemmour ? Écoutez, on verra. Moi, ce que je veux dire, c'est que... N'est-ce pas de l'autodestruction ? En tout cas, si jamais il devait y avoir fusion, c'est parce qu'Éric Zemmour aurait la lucidité de nous rejoindre. Vous voyez, s'il est en tête dans les sondages, ce sera compliqué de lui demander ce genre de choses. Les sondages, ça ne fait pas l'élection. Non, mais c'est quand même ce que vous regardez en ce moment. Moi, ce que je vois... Non, pas nécessairement, parce que je vous ai dit que je les prenais avec beaucoup de précautions. Mais ce que je dis, c'est que nous, au Rassemblement national, nous n'avons pas le droit de faillir, nous n'avons pas le droit de reculer. Parce que, je vous le dis, nous sommes au contact des Français et beaucoup de Français nous font confiance et nous disent « nous avons besoin de vous, ne nous abandonnez pas ». Donc je le dis, Marine Le Pen ne trahira jamais les Français. Et vous savez, quand on fait de la politique depuis autant d'années qu'elle, et quand on a à ce point envie de réussir, je vais vous dire quelque chose, on a envie de tout sauf de renier sa parole. Donc j'invite les Français à faire confiance à Marine Le Pen. Vous avez évoqué tout à l'heure la politique migratoire et notamment dans la région. 3 migrants sont décédés il y a un mois. C'est un drame, 3 migrants décédés, fauchés par un TER. C'était à Cibourg, au Pays Basque. Vous êtes conseillère régionale. Que pensez-vous de la gestion du flux migratoire dans notre région ? Je pense qu'il est très mal géré parce que je considère qu'il est encouragé. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à ces 3 migrants, c'est évidemment un drame humain. Mais il faut se poser la bonne question. À cause de qui ? À cause de quoi ? À cause de quelle politique ces migrants se retrouvés à cet endroit-là ? Eh bien, moi, je vais vous donner la réponse. Si les migrants se trouvent en danger et s'ils traversent la Méditerranée au péril de leur vie, c'est précisément parce qu'on leur fait croire qu'ici, ils auront un avenir meilleur. Et donc, qui leur fait croire qu'ils auront un avenir meilleur ? Eh bien, ce sont les associations gauchistes ou alors les politiques de gauche qui contribuent à alimenter cette pompe aspirante. Et finalement, on se retrouve avec... quoi comme résultat ? Eh bien, nous avons des migrants, je vous dis, qui mettent en péril leur vie, qui se retrouvent dans des situations de précarité insoutenables. Et surtout, nous avons des Français qui subissent cette immigration dont on sait qu'elle a un lien évident avec l'insécurité. Et moi, je pense à protéger d'abord les Français. C'est notre devoir de responsable politique français. Nous devons d'abord protéger les Français. Emmanuel Macron, le président de la République, est intervenu mardi soir pour annoncer différentes mesures. Il a notamment évoqué la politique du nucléaire civil en France. On est concerné notamment avec la centrale du Blayais dans notre région. Comment voyez-vous ce futur énergétique ? Faut-il le relancer, le nucléaire civil, selon vous ? Moi, je ne fais absolument plus confiance à Emmanuel Macron. À quelques mois de l'élection présidentielle, il vient nous expliquer qu'il va encourager le nucléaire, alors que c'est quand même lui qui a fermé 14 réacteurs. C'est lui qui, depuis le début de son mandat, taxe cette énergie et veut encourager les énergies dites renouvelables, je pense à l'éolien et au photovoltaïque, qui coûtent cher aux Français parce que ce sont ces énergies renouvelables qui alourdissent la CSPE, c'est-à-dire cette taxe que tout le monde paye sur sa facture d'électricité. Voilà, donc je me permets de revenir sur le discours d'Emmanuel Macron. Il faut quand même dire que sous couvert de crise sanitaire, il s'est quand même offert un meeting politique de 27 minutes diffusé sur toutes les chaînes de télévision. Donc je trouve que c'est assez malhonnête de sa part, s'il est en campagne, qu'il le dise, mais qui n'utilise pas la crise sanitaire et l'argent des Français pour faire sa publicité. Autre thème qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine et au-delà, le projet de ligne LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax qui anime le débat politique depuis quelques semaines. Alain Rousset défend ce projet. Pierre Urmic, maire de Bordeaux, ne veut pas participer au financement. Écoutez les arguments de Pierre Urmic. On a déjà englouti des milliards d'euros dans les LGV. On a vu que ça a asséché nos territoires, que ça s'est fait au détriment d'un maillage de notre réseau ferroviaire régional, de nos TER, et que donc je dis que maintenant, l'urgence, ce n'est pas de financer des lignes TGV totalement inutiles, mais de mettre ces fonds-là pour nos trains régionaux, c'est-à-dire les trains du quotidien. Vous, que pensez-vous de ce projet de ligne LGV vers Toulouse, vers Agen, vers le Pays Basque ? Vous êtes favorable ?
Alors déjà, je pense que Pierre Urmic est quand même assez gonflé de dire qu'il ne veut pas financer pour la poursuite de la LGV alors que lui, il a la LGV à Bordeaux. Il y a une autre opposition que je voulais souligner, c'est celle d'Alain Rousset qui est socialiste et celle du président du conseil départemental qui est aussi socialiste. Les deux n'arrivent pas à s'entendre. Donc je vais vous dire ce que nous on pense de cette LGV au Rassemblement national. Nous sommes pour parce que nous considérons qu'elle contribue à démétropoliser les territoires. En parallèle, il ne faut pas opposer ces grandes infrastructures aux lignes du quotidien. C'est-à-dire, cette LGV sera un succès qu'à partir du moment où on aura investi suffisamment dans les TER de manière à irriguer équitablement les territoires. Ensuite, moi je déplore le désengagement de l'État. C'est-à-dire que l'État... Pour faire tout ça, il faut beaucoup de moyens. Alors, l'État finance assez peu cette LGV et l'Union européenne encore moins. Alors que je rappelle que la France est un contributeur net au budget de l'Union européenne, donc l'Union européenne pourrait financer davantage. Et nous, nous opposons au Rassemblement national. Nous sommes contre la surtaxe qui est envisagée pour financer cette ligne, qui va une fois de plus pénaliser la compétitivité des entreprises. Donc nous, nous disons il faut mettre en place des priorités. Et les priorités, c'est celles que je vous ai énoncées tout à l'heure, à savoir... utiliser à bon escient l'argent public en commençant par lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale et faire des économies sur l'immigration. Autre thème dans cette émission, en Gironde, le projet du plus grand parc solaire d'Europe à Socat fait polémique. Il faudrait abattre 1000 hectares de pins. Regardez ce reportage de Thibaut Grouel et Sébastien Delalot. Une forêt de pins menacée de destruction par des millions de panneaux solaires. À Socat, un projet de parc photovoltaïque de 1000 hectares fait débat depuis bientôt 1 an. Il deviendrait le plus grand d'Europe devant celui de Cestas, 3 fois inférieur en superficie. Cette association environnementale dénonce des préoccupations purement financières au détriment de l'écologie. C'est une incohérence absolue. Les rapports des experts du GIEC nous disent qu'il faut au contraire augmenter la capacité d'absorption du CO2 par les forêts. On irait par ce projet supprimer 1000 hectares de forêt. Solution proposée, répartir ces panneaux sur des sites déjà aménagés par l'homme. 4 fois plus de surface potentielle en Nouvelle-Aquitaine, mais pas de quoi couvrir les besoins de la région. C'est une politique ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables et notamment du photovoltaïque, avec une ambition à 2030 de 8,5 gigawatts de photovoltaïque à installer sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis septembre, les habitants des environs peuvent participer à des débats publics encadrés par une commission et partout les mêmes sujets de discussion. On a une inquiétude sur la taille, on a un projet de très grande taille, bien plus important que ce qui existe aujourd'hui. Donc est-ce que, en fonction des incertitudes liées au changement climatique par exemple, l'augmentation des températures, on maîtrise bien l'ensemble de ces risques? Ce projet à Socat vous paraît-il pertinent ? Absolument pas. Et d'ailleurs, les élus du Rassemblement national, nous avons envoyé notre contribution à l'enquête publique. Nous considérons que ce projet est une aberration écologique parce qu'on va détruire 1000 hectares de pins au nom d'un prétendu développement écologique. Donc pour vous, il faut annuler ce projet ? Ah ben oui, tout à fait. Donc arnaque écologique, arnaque financière, parce qu'au final, ce sont des énergies dites renouvelables qui vont peser sur la facture énergétique des Français. Et enfin, c'est une aberration énergétique, parce que la Nouvelle-Aquitaine est excédentaire d'un point de vue électricité, parce que nous avons la centrale nucléaire du Blayais. Vous parlez de la Nouvelle-Aquitaine. En Aquitaine ou ex-Aquitaine, il n'y a pas d'éoliennes. Pour quelles raisons ? Et faut-il justement implanter des éoliennes sur ce territoire, alors qu'il y en a notamment en Poitou-Charentes ou ex-Poitou-Charentes? Alors nous, au Rassemblement national, notre position elle est très claire. Nous sommes fermement opposés aux éoliennes, qu'elles soient sur terre ou en mer. Ok, il n'y en a pas pour l'instant en Aquitaine, mais c'est une véritable menace. Pour faire rapide, je rappelle qu'il y a un schéma qui a été voté par les socialistes l'année dernière qui s'appelle le SRADET et qui vise à rééquilibrer les territoires en Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a trop d'éoliennes dans l'ex-Poitou-Charentes et pas assez en Aquitaine, et donc il va falloir rééquilibrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va déplanter les éoliennes d'ex-Poitou-Charentes pour les implanter en Aquitaine ? Évidemment non, ça passera forcément par une augmentation des projets éoliens en Aquitaine, et nous nous y opposons fermement. Il nous reste un peu plus d'1 minute dans cette émission. Certains candidats, qui sont présidentiels notamment, préconisent d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. C'est une proposition qui vous paraît pertinente, que vous défendez ?
Absolument pas. Moi, je suis assez lassée qu'on veuille toujours tout interdire aux Français. Je le dis, moi, je suis pour la chasse. Je suis d'ailleurs titulaire de mon permis de chasser. Je considère que la chasse est nécessaire pour la régulation des gibiers. Et je considère aussi que la chasse a un enjeu majeur à jouer dans la ruralité parce que c'est une activité, une passion qui permet de préserver ce lien intergénérationnel. Voilà. Et la chasse, c'est avant tout la défense de la ruralité. Je rappelle que j'étais à Mont-de-Marsan pour manifester aux côtés des chasseurs le 18 septembre dernier. La COP26 vient de s'achever. S'il devait y avoir une mesure en termes d'écologie, d'environnement à prendre, une mesure défendue par le Rassemblement national, quelle serait cette mesure ? Le localisme. Arrêter d'importer ce qui arrive de l'autre bout du monde alors qu'on peut le faire sur place. Voilà. Le localisme, patriotisme économique, circuit court et juste échange. Merci Edwige Diaz, c'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Merci.